On va commencer par le dossier 1 qui s'intitule « Une tuméfaction scrotale chez un homme de 27 ans ». Bien noté dans l'énoncé l'âge du patient, le fait qu'il soit célibataire et sans enfant. La première question que vous posiez était la pertinence du diagnostic de torsion compte tenu du caractère non douloureux. Donc en effet, 10% des torsions sont indolores. Les torsions peuvent également se présenter sous forme de nausées et vomissements dans 40% des cas, et parfois seulement avec des pollakiuries et des signes fonctionnels urinaires dans 5 à 10% des cas. On va passer ensuite à la question numéro 2, où l'examen clinique est bien en faveur d'une tumeur du testicule gauche, avec la conduite à tenir. Tout d'abord, il faut bien souligner que c'est une urgence thérapeutique qui doit bénéficier de l'avis de l'urologue d'astreinte ou de garde. On doit compléter l'examen clinique à la recherche de facteurs de risque, donc d'un testicule contralatéral ou homolatéral non descendu. On doit absolument palper le testicule contralatéral, puisque ça va coordonner la prise en charge ultérieure. On doit regarder le signe de Chevassus, qui est en fait la conservation du sillon épidymotesticulaire, qui est en faveur d'une tumeur et pas d'une hématocèle. Et enfin, rechercher des métastases. On doit demander une échographie scrotale, non pas pour le diagnostic, mais pour rechercher une tumeur sur le testicule contralatéral, faire une biologie préopératoire, en particulier les recherches de métastases par une NFS plaquette, et également le dosage des marqueurs tumoraux, bêta-HCG, LDH et alpha-fétoprotéine. Toujours penser à la sérologie VIH, puisqu'il faut absolument demander une conservation du sperme auprès du sécos. Ensuite, après avoir expliqué au patient l'intervention chirurgicale, il faut lui proposer une orchidectomie gauche par voie inguinale et ligature première du cordon spermatique. Lui donner un traitement antalgique adapté à son échelle visuelle analogique de douleur. Et enfin, en post-opératoire, demander à nouveau un dosage des marqueurs, réaliser un bilan complémentaire avec une tomodensitométrie thoraco-abdominopelvienne et sur point d'appel cérébral. Qu'est-ce que le signe de Chevassus ? Donc, le signe de Chevassus est la conservation du sillon épidymotesticulaire qui signe le diagnostic différentiel entre tumeur et hématocèle. Et quels sont les facteurs de risque du cancer du testicule ? Le facteur de risque principal de cancer du testicule est la cryptorchidie ou le testicule non descendu. D'autres facteurs de risque existent, en particulier les antécédents familiaux de cancer du testicule, les antécédents personnels sur le testicule contralatéral, les atrophies testiculaires post-infectieux, post-traumatiques, post-radiothérapie, le VIH en termes de facteurs infectieux, et également le syndrome de Klinefelter auquel il faut penser et les dysgénésies gonadiques. La question 3, où il fallait donc bien noter le stade de la maladie, PT2N0M0S1, chez une tumeur qui était dit carcinome embryonnaire. Donc quelle est la grande classe ? La grande classe sont les tumeurs germinales non séminomateuses, qui représentent 40% des tumeurs du testicule, et il y a présence de facteurs de mauvais pronostic. Donc après une réunion de concertation pluridisciplinaire, une information donnée au patient, il faudra lui proposer de réaliser une chimiothérapie complémentaire qu'on appelle BEP, B pour bléomycine, E pour étoposide et P pour cisplatine, et en lui informant des risques mais également des avantages de cette chimiothérapie. Il faudra surveiller ce patient de façon très régulière, que ce soit d'un point de vue clinique, biologique ou en termes d'imagerie, et ceci pendant au moins 5 ans. Enfin, il faudra proposer une prise en charge à 100% pour une exonération du ticket modérateur.
une psychothérapie de soutien. Que signifie S1 dans la classification TNM? Donc S a un rapport avec les marqueurs sériques tumoraux. Donc il y a 4 stades, S0, S1, S2, S3. S1 concerne les marqueurs tumoraux lorsque LDH est inférieur à 1,5 fois la normale, lorsque les HCG sont inférieurs à 5000 et lorsque l'alpha-fétoprotéine est inférieure à 1000. La question 4. Le patient présente des céphalées durant sa chimiothérapie. À quoi faut-il penser? Donc, les céphalées sous chimiothérapie peuvent être d'origine tumorale ou médicamenteuse ou d'autres origines. Lorsque l'on a un doute sur une origine tumorale, il faut penser à la fois à la métastase cérébrale et la métastase méningée. Proposer donc une imagerie cérébrale, une PL à la recherche de métastases méningées, et tout ceci après un bilan d'hémostase. En termes de toxicité médicamenteuse, les médicaments antiémétiques peuvent être responsables de céphalées sous chimiothérapie. Et enfin, il faut penser à toutes les autres causes, en particulier infectieuses. On passe à la question 5, qui est un diagnostic d'imagerie, qui concernait donc ce patient qui a des céphalées sous chimiothérapie. Donc c'est une imagerie cérébrale, une IRM, en pondération T2 sur l'image A, T1 sur l'image B et T1 avec injection de gadolinium sur l'image C. On remarque tout de suite ces formations annulaires, intraparenchymateuses, dans la région pariéto-occipitale droite, donc qui est présente en T1, en hypointense, T2 hyper intense, et en T1 avec injection, donc rehaussement avec injection de produits de contraste. Il n'y a pas d'effet de masse, et on est donc en face, ce diagnostic, de métastase cérébrale pariéto-occipitale droite, après un cancer du testicule gauche. Que peut-on lui proposer? Donc après une nouvelle discussion en RCP, il faudra proposer de changer le protocole de chimiothérapie, lui proposer une radiothérapie externe au besoin, lui faire un traitement symptomatique de ces céphalées avec une corticothérapie et un traitement anti-œdémateux, et également lui proposer un traitement antalgique adapté à sa douleur. Dans quel type de tumeur du testicule peut-on voir des gynécomasties? Donc les gynécomasties, dans le cas des tumeurs du testicule, sont en faveur d'une imprégnation en HCG. Donc cette molécule sécrétée par les cellules syncytiotrophoblastiques qui sont présentes dans 7% des cas dans les choriocarcinomes, donc des tumeurs germinales non séminomateuses, et qu'on peut également voir dans des tumeurs très rares, qu'on appelle les tumeurs à cellules Leydig, qui sont des tumeurs des cordons sexuels.